Salut tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons voir comment déployer un serveur NAS avec TrueNAS Core 13. Concernant le plan d'action, nous allons dans un premier temps définir ce qu'est TrueNAS, par la suite voir quelques caractéristiques et nous allons voir également quels sont les prérequis nécessaires à l'installation de cette solution. Nous installerons ensuite TrueNAS Core 13. Nous allons créer un pool dans notre serveur TrueNAS. Nous allons créer des datasets, créer des utilisateurs, créer des partages et accéder à ces partages-là via un système d'exploitation Windows. Certes, on peut aussi le faire avec un système d'exploitation Linux. Et nous terminerons donc en intégrant TrueNAS à notre domaine ADDS. Commençons par la définition de TrueNAS. TrueNAS, en effet, c'est un système d'exploitation gratuit et open source qui est conçu pour transformer un ordinateur en serveur de stockage, en NAS précisément. C'est un système d'exploitation qui va utiliser le système de fichiers ZFS, qui est reconnu pour sa fiabilité, sa tolérance aux pannes. Donc, TrueNAS va nous permettre également de pouvoir centraliser, sécuriser et partager des dossiers qui seront accessibles via le protocole, accessibles à travers un réseau via le protocole SMB si on est sur un système d'exploitation Windows ou alors via le protocole NFS si on est sur un système d'exploitation Linux. Côté caractéristiques, nous avons quelques caractéristiques ici. Clunas va nous offrir l'interface web intuitive. C'est une interface vraiment conviviale qui est suffisamment expressive. Et avec cette interface, on peut facilement se repérer et savoir ce qu'on est en train de faire comme action. Nous aurons aussi la possibilité de pouvoir mettre, configurer du RAID pour des raisons de redondance, de nos, en fait, redondance des disques, ce qui va garantir en d'autres termes la haute disponibilité de nos données. On aura la possibilité également de créer des utilisateurs et attribuer à ces utilisateurs-là des permissions d'accès à ces répertoires que nous avons créés. Les partages seront accessibles via SMB, NFS. SMB, c'est sur Windows, NFS ou alors FTP. Et on aura aussi la possibilité de pouvoir intégrer donc cette solution dans l'ADDS. Ce sont là quelques caractéristiques essentielles de notre solution TrueNAS. Donc, si je reviens un peu au départ, déjà, ce qu'il faut dire avant de revenir à notre plan d'action, lorsque nous allons déployer notre solution TrueNAS, ce que nous allons avoir besoin de faire dans notre démonstration ici, c'est déjà de créer dans un premier temps un pool de stockage. Donc, nous allons appeler ce pool la data pool, par exemple. Et dans ce pool de stockage, nous allons donc créer des répertoires. Le premier répertoire, on va l'appeler par exemple partage ou alors public. On va le même mettre public. C'est le premier répertoire qui sera contenu dans ce pool de stockage qu'on aura créé. Le pool de stockage, en fait, c'est l'ensemble des disques là qu'on aura définis sur notre TrueNAS qui seront soit en redondance ou pas, dépendamment de ce qu'on aura choisi lors du déploiement. On le verra de toutes les façons. Donc, on va créer le premier répertoire partage. Bon, on va l'appeler public, hein. C'est un répertoire qui sera accessible à tous les utilisateurs. On va créer un second répertoire user. User va contenir des sous-répertoires Jean et Paul. Bon, très souvent sur TrueNAS, on va plutôt voir le terme dataset. Donc, dataset, ça renvoie en d'autres termes ici à ces répertoires qu'on va créer. Donc, on va donc revenir ici sur notre plan d'action. Les prérequis. Concernant les prérequis déjà, il faut déjà, en termes de mémoire vive, avoir au minimum 8 gigas de mémoire vive, avoir deux processeurs et en termes d'espace disque, TrueNAS va nécessiter au minimum 32 gigabits d'espace disque. Donc, on va donc passer à la phase d'installation de TrueNAS. Donc, je vais d'abord revenir sur ma workstation pour vous présenter ici le contrôleur de domaine S1 qui va nous servir à déployer, à intégrer. On va intégrer notre TrueNAS sur ce contrôleur de domaine. Donc, S1 est notre contrôleur de domaine ici avec l'IP en 10.0.0.1. On va donc définir une IP qui est dans le même réseau que celui de notre contrôleur de domaine S1. Donc, on va donc passer à la phase d'installation. Je viens ici sur Home, je clique sur Create a new virtual machine et je vais choisir Typical. Je clique sur Next et là, je vais venir chercher mon ISO que j'avais précédemment téléchargé. Je vous enverrai le lien d'accès à le lien qui va vous permettre de pouvoir télécharger cette solution. En fait, c'est le site, le lien d'accès au site officiel de TrueNAS.
Donc, je vais faire suivant. Donc, vous voyez, c'est FreeBSD parce que TrueNAS Core est en effet un système d'exploitation basé sur FreeBSD. Donc, je fais suivant. Je vais l'appeler TrueNAS 01 par exemple. Donc, je vais faire suivant. Et là, je vais lui donner une taille de disque même de 60 Go. Je fais suivant. Je vais définir la RAM à 8 Go comme on a dit précédemment. 8 Go. Et le processeur, je vais associer deux processeurs. Je valide. Et là, je vais faire finish. Je vais revenir sur cette machine virtuelle-là pour ajouter 5 disques. Donc, je vais ajouter 5 disques pour la redondance. En effet, on va utiliser deux. Hein. C'est simplement pour voir les modes, les différents types de RAID qu'on aura. Donc, lorsque j'ai fait Add, je vais choisir ici Add Disk. Je laisse SCSI, je fais suivant. New Disk, je vais donner 100 Go. C'est un disque de 100 Go que je vais créer. Je fais suivant. Donc, je refais le même processus pour ajouter 5 disques. Voilà. Donc, 100 Go aussi. Bon, je vais mettre la vidéo en pause. Je reviens juste dès que j'ai créé les 5 disques. Donc, voilà mes 5 disques que j'ai ajoutés ici. Je vais choisir la VMnet 7 pour accéder à... C'est la même carte réseau sur laquelle, en fait, qu'on a ajouté sur notre contrôleur de domaine, la VMnet 7 qui est en hausse only. Je valide par OK. Et là, je vais lancer le démarrage de TrueNAS. Donc, le démarrage va s'amorcer. On aura cette page d'accueil. Donc, ça va démarrer dans quelques secondes. Voilà, juste le temps que tout c'est... En fait, que le système démarre complètement. Je vais mettre la vidéo également. Ah bon, voilà, c'est même ça a été plus rapide que je ne pensais. Donc, ici, nous avons l'assistant d'installation. Je vais valider par OK pour installer pour l'installation et j'appuie ici sur la touche espace pour sélectionner le premier disque de 60 Go qui sera le disque réservé à mon système d'exploitation et j'appuie sur entrée pour valider. Et là, ici, on me dit que ça va, le système va effacer, formater ce disque-là. Je valide par OK puisque j'aime pas de données. Et là, il faut définir le mot de passe. Je vais mettre 4.0 pour faire simple, un mot de passe. Nous sommes en laboratoire, donc je fais ainsi. Mais en production, vous allez devoir définir un mot de passe complexe. Je valide par OK. On va choisir boot via BIOS. Je valide par entrée. Et là, ici, on a le système nous demande, nous invite à créer un disque swap de 16 Go. Le disque swap, déjà, c'est un disque qui est utilisé par le système d'exploitation lorsque la mémoire vive n'est plus suffisante pour pouvoir gérer le traitement des données. Donc, elle sert de secours quand la RAM est pleine. Le swap va donc permettre ici d'améliorer la stabilité du système si la RAM est saturée. Donc, il est recommandé dans les environnements avec peu de RAM. Donc, en fait, ce disque-là va servir de relais lorsque la RAM sera vraiment pleine. Donc, si on a suffisamment de ressources, ce n'est pas nécessaire de créer cela. Donc, dans notre cas ici, on va tout de même créer. Bon, nous sommes en environnement de laboratoire. Mais si vous êtes en production et que vous avez, par exemple, 16 Go de RAM, voire plus, ce n'est pas nécessaire de créer cela. Voilà. Donc, rendu à ce stade, euh, il va falloir éteindre la machine et déconnecter le média qui est contenu, l'ISO qui est contenu dans notre CD-DVD. Donc, je vais valider d'abord par OK et je descends ici sur Shutdown System pour éteindre d'abord mon système d'exploitation. Et là, je vais déconnecter l'ISO qui est le CD-DVD qui comporte mon image ISO. L'objectif ici, c'est que lorsque on va démarrer le système, que cela démarre sur notre disque de 60 Go et non plus sur le CD-DVD. Parce que si on le laisse, si on ne décoche pas cette partie-là, en d'autres termes, c'est un peu comme lorsque vous virtualisez, lorsque vous installez un système d'exploitation. Une fois que vous avez fini l'installation, vous déconnectez la clé USB. Donc ici, on va déconnecter le lecteur. Donc je m'en vais dans Edit Virtual Machine Settings. Je clique sur ce lien. Et là, je vais choisir ici CD-DVD. Je vais décocher cette case ici, Connect at Power. Si cette case est également cochée, vous devez déconnecter. Je valide par OK. Quel est l'intérêt de le faire? Une fois que je vais démarrer mon système, ça va démarrer sur le disque de 60 Go qui contient déjà les éléments d'installation. Donc voilà, j'ai démarré le système.
Donc, je vais mettre la vidéo en pause et revenir juste après. Donc, voilà, rendu à ce stade, nous avons cet écran qui apparaît. On va devoir fixer une adresse IP. Comme vous pouvez voir ici, en HTTP et en HTTPS, nous n'avons pas d'adresse IP. Donc, on va choisir la première option qui est Configure Network Interface. Donc, je valide ici par 1. Je saisis 1. Donc, nous avons le nom de notre interface. Je vais encore à nouveau saisir 1 pour sélectionner l'interface EM0. Là, je vais choisir the current settings, disconnect, remove the current settings. Je choisis non. Et on me demande si je veux configurer ma carte réseau en DHCP. Non également. Je veux plutôt une IP statique. Donc, je vais choisir IP version 4. Je clique sur Yes avec Y. Interface name, c'est EM0. Je valide. Et maintenant, il faut renseigner l'adresse IP. Je vais choisir 10.0.0.10. Donc, c'est l'IP que je vais associer à mon TrueNAS. Et le masque par défaut, le masque c'est celui par défaut, c'est 8/8 en fait. Je valide par entrée. Là, on me demande si je veux configurer IP version 6. Je mets no, N. Je valide également. Voilà. J'ai donc cette adresse IP que je vais pouvoir renseigner sur un navigateur pour pouvoir y accéder. Donc, comme j'avais choisi la VMnet 7, j'ai choisi de l'associer sur ma machine physique et je pourrais accéder depuis ma machine physique. Donc, je vais simplement ouvrir le navigateur ici et je vais saisir http 10.0.0.10. Voilà, je valide. Voilà, j'ai mon interface qui est là et je vais saisir le nom, le login, root. Pardon, root c'est avec 2 O. Root. Voilà, avec le mot de passe qu'on a renseigné précédemment, c'était 4.0. Ok, là je suis dans mon interface d'administration. La première chose que je vais faire ici, c'est de créer donc le pool de stockage. Donc je vais me rendre ici dans Storage et je vois ici j'ai pool. Je clique sur Add et là je vais créer un nouveau pool, Create Pool. Je vais l'appeler Data Pool. J'avais déjà un nom qui est enregistré dans le cache de mon navigateur. Data Pool, voilà, je vais choisir ce nom-là. Et je coche cette case-ci pour afficher les 5 disques que j'avais ajoutés précédemment. Voilà, je vois les 5 disques. Je vais les sélectionner tous et glisser ici tous ces 5 disques-là. Donc, lorsque c'est fait, je vais pouvoir visualiser les types de RAID. Donc, j'ai ici Strip qui ne m'offre pas de haute disponibilité, mais plutôt des performances en ajoutant, en jumelant 2 ou plusieurs disques. Donc, je n'ai pas de redondance. Donc, ça veut dire que si un disque est défaillant, voilà, je perds toutes mes données. Mirror, c'est pour avoir la redondance. J'aurais besoin d'au moins 2 disques et si un disque est défaillant, le système continuera à fonctionner. RAID Z va me donner simplement la redondance d'un seul, disons, doit supporter la défaillance d'un disque et il faudra au minimum 3 disques. Bon, je vais même vous présenter cela dans le document que j'avais réalisé précédemment. Donc ici, on va voir ça dans un tableau que j'avais consigné. Donc vous voyez, j'ai ici, j'étais au niveau de RAID Z1. On a 3 disques, donc ça nous donne juste, ça supporte la tolérance, la panne d'un seul disque. RAID Z2, on aura besoin ici de 4 disques minimum. Et là, ça supporte la panne de 2 disques. RAID Z3 va nécessiter au minimum 5 disques et, ce modèle de RAID va supporter la tolérance, va supporter la panne de 3 disques. Donc, si je reviens ici sur mon interface, je vais avoir la possibilité donc de choisir l'un des, soit le RAID Z2 ou le RAID Z3 ou encore le RAID Z. Donc moi, je vais choisir Mirror ici. Bon, vous pouvez définir un autre mode, hein, ça dépend du type, du nombre de disques que vous avez. Bon, j'ai pris 5 disques simplement pour vous faire voir les différents types de redondance qu'on peut choisir, les types de RAID. Donc, je pourrais juste ajouter 2 disques, sachant que c'est le mode miroir que j'allais choisir. Donc, je sélectionne les 2 disques-ci et je clique sur Create. Donc là, je vais confirmer la création de mon pool. Voilà, ça sera très rapide, c'est pas long. Voilà mon pool qui a été créé. Maintenant, dans ce pool, je vais créer le premier dataset, donc le premier dossier. Je vais l'appeler ici public. Donc, ce dossier-là, je vais ici
activer le time, enable time. Ça, c'est simplement pour euh, avoir l'historique d'accès. Donc, ça va me permettre d'historiser tous les moments où les utilisateurs ont pu accéder à ce répertoire-là. Si on a créé des répertoires, quand est-ce qu'on a créé des répertoires, à quelle heure on a créé des répertoires, à quelle heure on a consulté des répertoires. C'est simplement pour des fins de journalisation. Donc, si vous n'avez pas besoin de journaliser l'accès au fichier ou au dossier, c'est pas nécessaire donc de cocher cette case-là. Donc, on le fait simplement bon, nous sommes en démonstration, hein, on va le faire tout de même. Donc, c'est juste pour avoir une vue de quand est-ce que les gens ont consulté les dossiers, des fichiers, voilà. Avoir l'heure et les dates. Voilà. Je vais choisir ici le type de partage. SMB, c'est très important. Si vous ne cochez pas SMB ici, si vous ne sélectionnez pas SMB sur un système Windows, on ne pourra pas y accéder. Donc, je clique sur Submit. Donc, le dossier public, je vais également éditer les permissions. Et dans ce dossier, je vais donner à tout le monde la possibilité de pouvoir, donc je vais choisir ici au niveau des permissions, Full Control. Donc, ça veut dire en d'autres termes que tout le monde pourra accéder à ce répertoire. C'est un dossier public en effet. Donc, on va choisir également cocher Inherit. Dans cette case, lorsque je coche Inherit, c'est simplement pour dire que voilà, c'est pour indiquer que les, les permissions de ce répertoire public sera automatiquement transmise au sous-dossier et au nouveau fichier créé à l'intérieur disons, de ce dossier. C'est simplement ça. Donc, je vais faire Save. Et là maintenant, dans le même data pool ici, je vais créer un autre dataset, un autre dossier qui va s'appeler users, comme ceci. Voilà, dans ce dossier users, qu'est-ce que je dois faire concrètement? Je vais ici toujours laisser, je vais activer on time, je vais aussi choisir le partage SMB et je vais cliquer sur submit. Donc, j'ai ici mon dossier users. Je vais éditer les permissions. Edit permission. Donc, ici, qu'est-ce que je dois faire concrètement dans ce dossier? On a le groupe, on a d'abord le groupe pour les utilisateurs standards. Built-in user, ça renvoie aux utilisateurs standards. On va leur donner l'accès uniquement en lecture. Non, c'est plutôt ici. On va leur donner l'accès uniquement en lecture. Et on va désactiver l'héritage. Donc, tous ceux qui sont dans le dossier user tous les utilisateurs standards auront l'accès uniquement en lecture. On va ajouter une autre ACL. Ça, c'est pour un autre groupe. Cette fois-ci, ça sera pour le groupe administrateur. Donc, on va choisir ici Built-in Administrators. Donc, les administrateurs auront accès total à ce répertoire. Au niveau de permission, non, c'est plutôt ici en bas. On va donner un accès on va donner des permissions totales, le full control. Donc ici, au niveau voilà, c'est déjà inherit ici. Donc je vais simplement cliquer sur Save. Donc j'ai le dossier User. Les utilisateurs standards ont accès uniquement à lecture et les administrateurs ont accès en le contrôle total pour ce répertoire. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire une fois que j'ai créé le dossier users, il va donc falloir maintenant créer le dossier de Jean. Je commence par là, add dataset. Donc, attention, je vais revenir. Donc, nous sommes ici dans le dossier users. Donc, on avait dit lors de la présentation que le dossier user devait comporter deux sous-dossiers. Donc, je vais créer un nouveau add dataset. Je vais l'appeler ici Jean. Et le dossier Jean, qu'est-ce que je dois faire ici? Je dois simplement ici activer le partage SMB et je vais cliquer sur Submit. Voilà. Et là, je vais aller dans les ACL pour pouvoir définir quelques permissions. Dans le dossier Jean ici, on va donner à Jean, uniquement à Jean, l'accès à ce dossier. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Le groupe
Pour les utilisateurs standards, on va supprimer ceci. Donc, on ne va pas donner l'accès au groupe euh, aux utilisateurs standards. Donc, je vais supprimer ça. Et je vais simplement laisser au groupe administrateur l'accès total. Voilà. Donc, je vais sauvegarder. Et je vais créer cette fois-ci le deuxième répertoire. Cette fois-ci, c'est pour l'utilisateur Paul. Donc, lui, l'utilisateur Paul, on va également activer le type de partage SMB. Je vais cliquer sur Submit. Je vais aller dans les ACL. Concernant l'utilisateur Paul, dans lui, on va simplement, pour ce répertoire-là également, on va supprimer le groupe utilisateur standard. En fait, quand on supprime ceci, c'est pour permettre, c'est pour empêcher d'autres utilisateurs de ne pas pouvoir accéder à ce répertoire. Les utilisateurs autres que Paul. Donc, chacun doit pouvoir accéder à son répertoire, hormis les administrateurs. Donc, je vais ici supprimer groupe. Je supprime groupe ici. Je vais laisser simplement là le groupe administrateur avec l'accès total sur ce répertoire. Je clique sur Save. Donc, j'ai mon utilisateur, mon dossier utilisateur qui comporte deux sous-dossiers ici, de Jean et de Paul. Donc, à partir de là maintenant, qu'est-ce que je vais faire par la suite? Si je me refais à mon plan, je vais remonter un tout petit peu ici. Donc, conformément au plan, on a déjà créé le pool de stockage, on a créé les datasets, on doit maintenant créer des utilisateurs. Donc, je reviens ici sur mon navigateur. Donc, pour créer les utilisateurs, on va se rendre dans la rubrique Accounts et on a ici Users. Donc, je vais fermer ça. Et là, je vais cliquer sur Add. Donc, le premier utilisateur qu'on va créer, on va l'appeler Jean. On a dit que Jean devait être administrateur, donc je vais me mettre Jean ici en majuscule. On va définir le mot de passe 4.0, un mot de passe simple, c'est pour la démo qu'on le fait. Donc Jean, on a dit qu'il doit être administrateur, donc il va pouvoir accéder à son répertoire et également au répertoire de Paul. Donc ici, je vais choisir, sélectionner ici Built-in Administrator. Je clique juste à côté là pour sélectionner, pour valider mon choix. Voilà. Et je vais dans le répertoire et permissions, sélectionner ici. Lorsque je déroule, je vois l'arborescence, je vois ici mon pool de stockage. Je vais choisir User, son répertoire, c'est Jean. Et je vais sélectionner dans ce répertoire et cocher la case Permis sudo pour lui donner les droits admin et cocher également cette case Microsoft Account. Ça va permettre de pouvoir accéder à ce répertoire via un système d'exploitation Windows. Je clique sur Submit. Je fais la même chose pour ajouter l'utilisateur Paul. Donc, on a dit que Paul, lui, il n'est pas administrateur. Donc, je vais... OK. Le mot de passe, c'est 4.0. Comme on a fait pour Paul. Pour Jean, pardon. Donc, lui, il sera... ici, c'est Built-in Users, simplement. Voilà. Et là, on va descendre pour ajouter le répertoire correspondant. Il s'agit de Paul. Et lui, on ne va pas cocher cette case permis sudo, uniquement Microsoft Account pour accéder à son répertoire via un système d'exploitation Windows. Je clique sur Submit. Voilà, donc j'ai mes deux utilisateurs qui ont été créés. Une fois que c'est fait, quelle est donc la suite de notre démo? Donc, la suite de notre démo va consister à quoi concrètement? Il va falloir maintenant créer des partages. Donc, je vais revenir sur mon navigateur. Je me rends ici dans la rubrique Storage. Lorsque je me rends, non, c'est pas Storage, c'est plutôt Sharing. Voilà, Sharing. Et je vais choisir ici Windows Share. Ça, c'est pour le protocole, l'accès via le protocole SMB. Je vais cliquer sur Add. Et dans ce répertoire, dans cette fenêtre, je vais dérouler l'arborescence ici. Je sélectionne d'abord le dossier public. Le dossier public, il va falloir l'activer. L'activation consistera simplement à dire que voilà, on aura la possibilité de le visualiser via un système d'exploitation Windows. Si je ne le fais pas, je ne pourrai pas le voir. Je vais cliquer sur Submit.
et Enable Service. Voilà, on me dit là que the SMB service has been enabled. C'est terminé là pour ce répertoire. Je vais à nouveau cliquer sur Add pour sélectionner cette fois-ci le répertoire Users. Voilà, je vais cliquer également sur Submit. Voilà, j'ai les deux répertoires qui seront dorénavant accessibles via le système d'exploitation Windows. Donc, je vais revenir donc. Ce que je vais donc faire, c'est de poursuivre avec la démo. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il va falloir accéder à ces partages-là. Donc, on va se rendre sur notre serveur S1. Donc, la première chose déjà, c'est qu'il faut qu'on teste le ping. On se rassure que notre serveur ping l'IP de notre TrueNAS. Voilà, le ping pass. Ça veut dire que j'aurai la possibilité de pouvoir accéder via l'explorateur de fichiers 10.0.0.0.10. Je valide. Donc, dans cette fenêtre, je dois renseigner le premier compte. Je vais choisir l'un des deux utilisateurs. Je prends Jean. Jean, on avait dit qu'il est administrateur. Ça veut dire qu'il aura la possibilité d'accéder à son répertoire et au répertoire de Paul. Donc, quand je valide, je vois bien les deux dossiers, public et users, qu'on avait définis initialement lors de notre présentation. Donc, je vais aller dans users. Je vois que j'ai accès au répertoire de Jean et je peux même créer à l'intérieur un dossier. Je l'appelle par exemple test. Non, attention, je vais revenir, je vais renommer ce dossier-ci. Je l'appelle test comme ceci, Jean. Voilà, j'ai créé un dossier. À l'intérieur, je peux même créer un fichier aussi que j'appelle test. Voilà. Donc, dans le répertoire Jean, je vois aussi que je peux accéder au répertoire de Paul. Donc, quand je fais là, je peux créer un fichier. J'appelle ça par exemple, non, je vais créer même un répertoire. J'appelle ça test Jean. Dans le fichier, je vais mettre toujours test Jean, simplement. Je vais le mettre dans le dossier là. OK. Voilà. Donc, on voit bien que je peux accéder à ce dossier-là. Donc, maintenant, si je veux me connecter avec l'utilisateur Paul, j'ai deux solutions parce que là, si je n'aurai plus la possibilité de m'authentifier. Il va falloir soit fermer la session et rouvrir la session, ou alors je vais simplement venir, je ferme déjà l'assistant et je vais venir dans le navigateur, saisir la commande net, idéalement majuscule, netuse anti-slash, deux anti-slash, l'adresse IP de mon serveur TrueNAS 10.0.0.10 et je mets slash delete. Ça, c'est pour supprimer l'accès. Voilà. 10.0.0.10 a été supprimé. J'ai bien cette confirmation. Ça veut donc dire que si j'ouvre à nouveau le navigateur, je renseigne l'adresse IP 10.0.0.10. Voilà, j'ai la fenêtre d'authentification. Cette fois-ci, je vais renseigner le login de Paul. C'est maintenant Paul. 1, 2, 3, 4, qui a des accès limités uniquement à son répertoire. Donc, Paul a bien accès au dossier public aussi, comme Jean. Voilà, on avait dit que public, c'est tout le monde qui a accès avec le contrôle total. Je m'en vais dans le dossier user. Lorsque je m'en vais dans le dossier de Jean, je vois ici que Windows ne peut pas accéder à ce dossier parce que justement, il a des permissions limitées. Si je m'en vais dans le répertoire de Paul, je vois bien que j'ai accès et je vois même que j'ai le dossier que Jean avait créé précédemment. Je peux également créer un répertoire. Si je l'appelle par exemple test Jean. Voilà. Non, test Paul plutôt, pour le différencier. À l'intérieur de ce dossier, je peux créer aussi un fichier. Voilà. Donc, je l'appelle par exemple test toujours Paul. Simplement. Vous pouvez saisir n'importe quoi. C'est juste pour, voilà, pour les raisons de test. Donc, on a vu comment on peut tester l'accès à ces répertoires-là. Donc, voilà. Donc, comme je disais, si vous voulez vous déloguer, avoir à nouveau la fenêtre d'authentification, vous pouvez soit saisir la commande netuse suivie de l'adresse de notre serveur NAS 2 anti/10.0.0.10 et /delete. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire par la suite pour terminer notre démonstration? Il va falloir intégrer notre TrueNAS à notre domaine AD. Donc, je vais revenir sur l'interface d'administration. Voilà, je suis ici. Pour procéder à l'intégration de AD, on va dans un premier temps se rendre ici sur Network et on va dans Global Configuration. Donc, je vois ici que j'ai le nom
j'ai le domaine local. Je vais ici renseigner le nom de mon domaine. Le domaine ici, c'est training, training.lab. Et le nom, l'adresse IP de mon serveur DNS, c'est l'adresse de mon contrôleur de domaine également, 10001. Je vais sauvegarder. Voilà, je vais sauvegarder ça. Maintenant, ça c'est pour les configurations globales. Donc, ça permet en fait de renseigner l'adresse du DNS et le nom du domaine. On va se rendre par la suite dans une autre rubrique, Directory Services. Et je vois ici que j'ai Active Directory. Je vais renseigner ici le nom de domaine à nouveau, training.lab. Et à ce niveau, je vais renseigner le compte de l'administrateur qui est autorisé à joindre une machine dans le domaine. Donc, dans mon cas, c'était admin. Donc, ça, c'est le compte de l'administrateur de notre contrôleur de domaine. Comme on peut voir ici, si je m'en vais dans la console utilisateur, la console utilisateur et ordinateur Active Directory, j'ai ici dans Users le compte admin. Je l'avais renommé. Par défaut, c'est administrateur, mais je l'avais renommé. Et j'avais défini un mot de passe simple, c'est que c'est un seul zéro. Donc, je vais revenir sur mon navigateur là. Donc, j'étais ici dans Directory, dans Directory Services et Active Directory. Le nom, le login, c'est admin et le mot de passe, j'avais défini 0 puisque je suis en laboratoire. Je coche cette case-ci et je vais cliquer sur Save. Donc, voilà la configuration qui est en cours. Donc, ça va prendre quelques petites minutes. Donc, bon, quelques petites secondes, ça ne sera pas long. Là, notre TrueNAS est en train de contacter donc le contrôleur de domaine Active Directory. Donc, le chargement est en cours. On va patienter un tout petit peu. Donc là, ça redémarre maintenant le serveur SMB. Voilà, c'est terminé. Donc là, maintenant, pour confirmer que voilà, le processus s'est déroulé avec succès, je vais me rendre sur mon serveur et je suis dans la console utilisateur et ordinateur Active Directory. Si je me rends dans le dossier computer, je vois ici que j'ai bien mon serveur TrueNAS qui est bien présent ici. Et si je me rends dans la console DNS, je m'en vais dans Outils, à travers le gestionnaire de serveur DNS. Je déroule donc l'arborescence S1, ensuite training.lab. Je vois que j'ai également ici mon enregistrement DNS TrueNAS avec son adresse IP 10.0.0.10, donc qui a été ajouté, ça en date le 22.06, donc exactement à cette heure-ci. Donc ça vient d'être, je viens juste de l'ajouter. Donc voilà qui confirme que le processus d'ajout à notre domaine ADDS s'est bien déroulé.